Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent, et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Que représente l'Afrique dans le commerce mondial? Comment expliquer le paradoxe de ce continent si riche et si convoité, mais si gravement marginalisé dans les échanges commerciaux mondiaux? Et surtout, que faire pour inverser cette situation indigente? C'est le sujet que je vous propose de débattre ce soir avec M. Habib Ouane, ancien ministre malien de l'énergie et de l'eau, mais surtout ancien haut fonctionnaire des Nations Unies à la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et M. Ablaye Niang, PhD, économiste aussi, et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies à la Commission économique pour l'Afrique. Bonsoir messieurs. Bonsoir. En fin d'émission, vous réagirez aux interventions téléphoniques des téléspectateurs. Suivons, si vous le voulez bien, quelques données qui vont apparaître sur l'écran. Notre continent a une superficie de 30 415 000 km², une population estimée en 2013 à 1 110 milliard d'habitants, soit 16% de la population mondiale, avec une densité de 37 habitants au kilomètre carré, et il compte 54 États. À l'accession de la majorité de ces États à l'indépendance en 1960, l'Afrique pesait moins de 2,5% du commerce mondial. Plus de 50 ans après, elle ne pèse toujours pas plus de 3%, malgré ses indicibles richesses hydrauliques, minérales, foncières, végétales, agro-pastorales, halieutiques, culturelles et humaines. Les échanges commerciaux intra-africains ne représentent que 10% du commerce total de l'Afrique. En comparaison, le commerce intra-Union européenne est à 70%, l'Asie à 50%, l'Amérique du Nord à 50% et l'Amérique du Sud à 26%. L'expédition d'un conteneur à partir d'Asie du Sud-Est coûte $900 américains. L'expédition du même conteneur à partir d'Afrique revient à $2000. L'importation du conteneur en Asie du Sud-Est s'élève à $935, son importation en Afrique à $2500 américains. Enfin, en 2011, l'Afrique a attiré moins de 5% des flux d'investissements étrangers directs mondiaux, soit environ 52 milliards de dollars. La Chine a attiré pendant la même période 124 milliards de dollars américains. Les données que vous venez de voir sont des données du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, et c'est le rapport 2012. Voyons maintenant ce qu'en disent les Africains à travers le micro-trottoir d'À votre avis. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, avec plus de 50 États, représente plus de la moitié du globe en habitat, est un marché potentiel pour les pays occidentaux en général. Donc l'Afrique a une grande place aujourd'hui dans la mondialisation. Elle constitue, si vous voulez, une population de consommation et elle est visée par les pays occidentaux qui aujourd'hui connaissent des crises diverses. Les spécialistes, les experts en économie sont tous unanimes sur le fait qu'aujourd'hui l'Afrique sera, disposera de l'économie la plus fiable au monde. À ce titre, l'Afrique peut bien jouer un rôle prépondérant dans cette mondialisation. Pour pouvoir commercer, il va falloir créer de l'offre. Alors l'offre aujourd'hui qui est produite en Afrique, cette offre est relativement encore faible. Donc si nous prenons les produits agricoles, rares sont des pays qui sont aujourd'hui autosuffisants pour pouvoir prétendre commercer avec le reste du monde. Nos dirigeants doivent faire en sorte que les populations africaines qui souffrent le plus dans cette mondialisation puissent tirer
et renverser la situation afin de tirer le meilleur profit possible de la mondialisation. L'Afrique, à partir du moment où il n'a pas, jusqu'ici les dirigeants ne sont pas conséquents avec eux, et moi je pense qu'elle est toujours à la traîne. Et elle va toujours rester à la traîne tant que nous-mêmes ne prenons pas conscience de ce que nous voulons devenir. Sinon la mondialisation, là, en tout cas, c'est un échec. C'est uniquement les Européens et les Américains qui vont toujours en profiter. Monsieur Wan, décrivez-nous succinctement la situation actuelle de l'Afrique dans le commerce mondial. Merci beaucoup. Écoutez, ce continent a connu une évolution qui a débuté notamment par les séquelles de ce que j'appelle le pacte colonial, où sa contribution aux échanges mondiaux se cantonnait exclusivement à des produits primaires bruts, comme exportation. Et ça, c'était au moment des indépendances. Figurez-vous qu'à cette époque, je veux dire le début des années 60, l'Afrique recelait des pays qui étaient bien plus riches que ceux d'Asie du Sud-Est. La Corée, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, etc. Le Ghana était plus riche que ces pays, de même que la Côte d'Ivoire. La deuxième phase de cette évolution a coïncidé avec une baisse des cours de ces matières premières, ce qui a eu pour effet de réduire nos parts de marché à l'échelle mondiale. Et on est passé d'environ 2,5 au début des années 60 à moins de 2 à un certain moment. Et fort heureusement, avec l'embellie que les cours des produits primaires ont connu, ce taux est un peu plus élevé aujourd'hui qu'au début des années 60. Néanmoins, ce qu'il faut observer, c'est que du point de vue de la composition structurelle de nos échanges, il y a eu peu d'évolution parce que nous sommes toujours exportateurs de produits primaires qui sont, si jamais ils sont transformés, ils le sont de façon plutôt sommaire. Et c'est cet écueil qu'il faut surmonter dans les années à venir. Et cela fait appel, bien entendu, à l'ingrédient indispensable, c'est la technologie et l'organisation pour conquérir les marchés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Niang, je vous pose exactement la même question. Merci aux auditeurs à votre avis. À mon avis, ce que je viens de voir plutôt de ceux qui ont parlé et de votre présentation, l'Afrique est plus grande que l'on ne pense. Les 30 millions de kilomètres carrés équivalent à mettre les États-Unis, la Chine, l'Inde, tous les pays que nous avons colonisés dans le ventre de l'Afrique. Mais le problème fondamental que nous avons, et je crois que ça a été dit, ce sont les dirigeants, de la manière dont on conçoit les choses. Ce qui fait que finalement, ces pays-là qui peuvent être dans le ventre de l'Afrique sont sur le dos de l'Afrique. Je ne crois pas beaucoup, en tant que statisticien aussi et économiste, je ne crois pas beaucoup que l'Afrique ne compte pas beaucoup dans le commerce mondial. La région qui est la région de croissance économique globale, la région qui est la région de croissance démographique globale, la région qui est entourée par autant d'océans. Et si toutefois il y a un problème au niveau du pétrole nigérian, il y a la panique en Californie. Oui, on ne peut pas dire, on va y revenir. On ne peut pas dire que ce n'est pas aussi important que ça. Excusez-moi de vous interrompre, on va y revenir. Là, ce que je vous demande, c'est comment définiriez-vous la situation actuelle de l'Afrique dans le commerce mondial? Je dis que l'Afrique a une position très importante dans le commerce mondial. Et c'est ce que je voulais simplement dire, que très souvent nous avons des problèmes de chiffres. Il y a toujours deux Afriques. Une Afrique qui est marginalisée, qui est pauvre, et une Afrique qui est riche mais qui n'est pas notre Afrique. Et je crois que c'est ça fondamentalement que je voulais dire. Une Afrique qui est notée très bon élève en relation de croissance économique, mais une Afrique qui est notée très mauvais en termes de développement humain. C'est la même chose, que sinon ce n'est pas possible qu'on ait autant de ressources naturelles qui soient essentielles pour l'économie du reste du monde et qu'on dise qu'on n'a pas une position importante. Très bien. Oui, allez-y, monsieur. Je voudrais réagir à cette remarque. Vous savez, nous avons tendance à raisonner en termes
statique comparative. Je vais simplifier en disant cela. Ce que je veux dire, c'est que on se réfère aux ressources naturelles, on se réfère à au fait que sur les 10 pays au monde qui ont les plus forts taux de croissance, il y en a 6 qui sont africains. C'est vrai, mais tout dépend du point de départ. Où en sommes-nous aujourd'hui en Afrique? Si l'on fait ce constat, on arrive à la conclusion que l'espace à conquérir est plus grand pour nos pays que pour les autres. Et ça, il faut quand même le dire. Cela dit, le continent africain a des potentialités que M. Nyang vient de mentionner, elles sont réelles. Seulement, j'insisterai beaucoup sur la dimension technologique. Parce qu'au fond, ce qui fait les pays riches de ce 21e siècle, ce sont les capacités technologiques. Et à cet égard, nous avons des retards assez importants. Et qui, en fait, contribuent à inhiber notre participation à la mondialisation. Parce que si nous avions un niveau technologique plus avancé, nous aurions eu un impact plus fort sur l'économie mondiale. Alors, en réalité, la structure du commerce de l'Afrique, la structure héritée du colonialisme, de la période coloniale, comme vous l'avez dit, a très peu changé. En réalité, la structure elle-même. Comment vous expliquez cela, M. Nyang? Bon, vous savez, si on prend vraiment l'origine même du commerce, un entrepreneur, c'est parce qu'il n'avait plus de ressources pour continuer son expansion dans sa communauté, dans sa localité, qu'on est allé chercher ailleurs, et non seulement les ressources, mais aussi le marché. L'Afrique est un continent de marché. L'Afrique est un continent de ressources. Ce que je vais dire simplement, si les statistiques réelles étaient devant nous, on n'allait pas aller à la conclusion à laquelle on est parti. Et je dirais à M. Wan que si demain on a besoin d'industries, ces industries sont immédiatement disponibles en Afrique. Si vous prenez le cas du Mali aujourd'hui, nous avons 9 mines industrielles d'or. Et si demain l'uranium de Faléa est ouvert, la meilleure technologie au monde sera dans le mouvement du capital des industries, des gestionnaires et des ingénieurs pour aller développer des capacités de création à partir de l'uranium de Faléa. Et qui connaît Faléa, l'accès du point de vue route est extrêmement difficile. Donc pour moi, beaucoup de ces contraintes qui sont là, infrastructures aussi bien que industrie, elles ne sont pas insurmontables, elles ne sont pas des vraies contraintes. Sauf que 50 ans après, nous exportons encore nos matières premières quasiment à l'état brut, comme l'a dit M. Wan tout à l'heure. Comment on peut expliquer ça? Que jusqu'ici, nous en soyons à l'époque de la traite. Oui, vous savez, il y a une question qu'il faut soulever. Je disais à des jeunes gens il y a quelques jours que pendant les années 60, le Mali fabriquait des jus de fruits, de la confiture, même des radios. On montait des radios. radios. Ces jeunes gens me regardaient, ils étaient complètement hébétés. Ils me disaient, mais c'est pas possible. J'ai dit, pourtant si, ça se faisait dans les années 60 ici. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cela justement? C'est qu'il y avait une volonté affichée d'ajouter de la valeur à nos ressources naturelles. Il y avait une volonté affichée de transformer structurellement nos systèmes productifs pour procéder à des sauts qualitatifs qui justement injectent davantage de connaissances, de savoir-faire, de technologie dans le produit fini. C'est cette dynamique qui a été interrompue. Par qui et comment? Il faut reconnaître qu'elle a été interrompue probablement à la faveur de deux phénomènes qui se sont conjugués. Le premier, ce sont les programmes d'ajustement structurel. On ne cessera jamais d'en parler. Le deuxième, c'est une conséquence du premier facteur que je viens de mentionner, à savoir les programmes de libéralisation qui ont eu pour effet d'entraîner une réduction de l'intervention de l'État dans la sphère productive. Et cela a entraîné un vide parce que le secteur privé local n'a pas été en mesure de prendre le relais, tandis que les investisseurs étrangers ne sont pas intervenus pour des raisons structurelles évidentes. Au Mali, le coût de l'énergie représente une dissuasion assez forte pour des investisseurs parce que le kilowattheure coûte cher par rapport aux exigences d'une compétitivité dans ce pays. D'une manière générale, l'activité commerciale coûte beaucoup plus cher en Afrique que n'importe où ailleurs.
Oui, parce que les coûts de transaction, comme on les appelle dans le jargon des économistes, les opérations d'organisation qui permettent d'arriver au produit fini ou au service fini sont beaucoup plus complexes à monter dans nos environnements, parce que nos sociétés ne sont pas suffisamment bien structurées pour atteindre de tels résultats. Moi, je vivais en Suisse. Quand vous prenez possession d'un domicile le lundi, le mardi, vous avez l'électricité, le téléphone, tout à votre domicile, installé et prêt à fonctionner. Alors, c'est la même chose aux États-Unis. Quand vous installez, le même jour, en fait, vous avez toutes ces facilités-là à votre domicile. Donc, ceci représente justement des différences en termes de capacité organisationnelle qui finissent par affecter la capacité pour un pays, non pas seulement de devenir compétitif, mais de fonctionner à un rythme qui soit à hauteur de souhait. Or, l'une des exigences de ce XXIe siècle, c'est la célérité avec laquelle vous réalisez vos opérations de production, de distribution et de commercialisation. Alors moi, je vais retenir quelque chose dans ce que vous avez dit tous les deux, en réalité, différemment, c'est la problématique des compétences. Alors je pose la question suivante, à vous d'abord, M. Niang. Est-ce que l'Afrique a les compétences nécessaires pour compétir dans l'arène mondiale du commerce? Absolument. Absolument. Je pense qu'il faut peut-être voir quelque chose en face. La globalisation a été en défaveur de l'Afrique. Comme il a si bien dit, le problème d'ajustement structurel est venu. Le cadre stratégique de croissance et de la réduction de la pauvreté est considéré comme le cadre unique de référence pour les stratégies et les politiques en Afrique. Mais c'est un cadre qui est basé sur la discrimination économique, sur la discrimination intellectuelle. Donc même si nous avons des compétences, ces compétences ne peuvent pas être utilisées comme il faut. Parce que nous avons des dirigeants qui sont souvent d'attitude déviante et qui font que finalement, pour être bien vus par la métropole, qui contrôle nos économies, ils laissent passer des choses qui ne sont pas à laisser passer. Vous prenez par exemple la production de l'or aujourd'hui. À part Bassoulor, vous n'avez aucune entreprise privée dans aucune des sociétés des mines d'or du Mali. Aucune. C'est l'État à 18% ou 20%. Et le reste, c'est une entreprise privée de droit malien qui est peut-être même unipersonnelle, mais qui représente une société écran qui est enregistrée dans un paradis fiscal, mais qui a derrière elle tout un arsenal, tout le capital bancaire supranational, et des centres internationaux financiers, n'est-ce pas, qui supportent cette entreprise du droit malien. Je ne vais pas citer de société pour ne pas faire. Non, d'autant qu'en réalité, envisageons la problématique du point de vue africain, continental. Ils ont toutes, oui, mais c'est valable pour le pétrole, c'est valable pour l'uranium, c'est valable pour la bauxite. Aujourd'hui, vous avez le Niger. Toute la technologie qu'il faut pour avoir de l'énergie nucléaire est disponible à Areva. Areva est la principale partenaire du Niger en ce qui concerne la production d'uranium. Qu'est-ce qui fait que le Niger a été attaqué par la gendarmerie au moment où la gendarmerie a été attaquée au moment où il n'y avait pas d'électricité à Niamey? C'est une question de leadership. Nous n'avons pas le leadership qu'il faut pour que l'Afrique, la vraie Afrique, apparaisse. C'est pourquoi je parle toujours de deux Afriques. L'autre Afrique de médiocre est visible quand on le veut, mais l'Afrique réelle aussi est peinte. Aujourd'hui, beaucoup d'analystes internationaux sont en train de dire, de changer la manière dont on a toujours décrit l'Afrique, que ce soit dans le domaine du commerce, que ce soit dans le domaine de la production, que ce soit dans le domaine de potentiel de richesse. On est en train de changer au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de gens encore qui sont à la traîne et qui n'ont pas compris que même chez eux, ils sont en train de faire changer l'image de l'Afrique, parce que l'Afrique va être la seule région qui va être essentielle pour la relance de la croissance économique, pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité nutritionnelle et le développement durable. Oui, mais vous l'avez dit, si nous avons le leadership indigent qui est le nôtre, c'est-à-dire donc un leadership qui en réalité n'a pas de vision pour le continent, qu'il s'agisse de prendre le problème d'un point de vue panafricain ou qu'il s'agisse de le prendre au niveau de nos micro-États qui n'ont aucune viabilité en tant que tels, ce que vous dites risque de ne pas se réaliser. Monsieur Wan. Oui, vous savez, il y a quand même, je crois qu'il faut nuancer un peu l'analyse, parce que je me méfie beaucoup des représentations globales à l'échelle du continent.
quand on prend l'Afrique de l'Est, c'est une zone du continent où il y a une croissance plus forte. C'est une zone du continent où l'émergence d'une classe moyenne est plus réelle, plus significative. C'est aussi une zone du continent où les capacités industrielles sont plus conséquentes que l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Avec comme moteur de tout ce processus un pays comme le Kenya. Alors, je crois que la raison qu'il faut évoquer par rapport à cette question que vous avez posée, c'est que nous avons effectivement des problèmes de leadership ici et là dans certains pays. Je crois que le rôle de l'État dans le processus de développement doit être de plus en plus important, non pas en tant que producteur, mais en tant qu'organisateur de la production et de la distribution et de la commercialisation. Accompagner le secteur privé, promouvoir son éclosion, son épanouissement et faire un travail qui consiste justement à explorer les marchés sous-régionaux afin de bénéficier davantage de cette intégration sous-régionale à laquelle nous participons. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Est. Et je crois que les différences entre l'Afrique de l'Est et nous se situent à ce niveau. Et nous devons avoir à l'esprit la nécessité de tout faire pour promouvoir l'éclosion d'une classe moyenne à l'échelle de nos pays. Et ça exige non seulement la mise à disposition du capital pour que les capitaines d'industrie puissent émerger, mais aussi des mesures d'accompagnement structurées par l'appareil étatique, lesquelles doivent justement organiser l'éclosion de cette classe moyenne. C'est comme ça que ça s'est passé, par exemple, en Asie du Sud-Est. Oui, mais M. Niang, avec la corruption qui existe d'un bout à l'autre de la chaîne commerciale, avec les tracasseries administratives, avec le racket, avec les problèmes de douane, les problèmes de fiscalité, et y compris entre des pays qui sont dans la même union. Je prends entre le Niger, si vous êtes un commerçant que vous quittez le Niger pour aller au Burkina, ou vous êtes burkinabé, vous quittez le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire, ou vous quittez le Mali pour aller au Sénégal, en tant qu'opérateur économique, vous êtes soumis à tellement de contraintes de toute nature, dont tout le monde est informé et sur quoi personne n'intervient. Comment est-ce qu'on peut aboutir à une situation telle que le dit M. Wan, à savoir la croissance, la prospérité, l'émergence d'une classe moyenne? Comment peut-on? En réalité, il s'agit simplement de prendre la croissance économique de l'Afrique à l'heure actuelle et peut-être donner une explication simple à nos auditeurs. La croissance économique génère de la richesse globale, de la richesse de la nation, qui est la somme des richesses des acteurs qui ont contribué à sa création. Quand vous créez de la richesse par une mine d'or, par exemple, ou bien du pétrole, et que 80 à 90% du capital d'investissement est détenu par des entreprises étrangères, eh bien, votre part dans la richesse générée par cette entreprise multinationale, c'est en concurrence de votre participation au capital. Si vous avez 18% ou 20% de l'or détenu par l'État, du capital d'investissement détenu par l'État, les dividendes qui vont être partagés, c'est à concurrence de 18 ou 20%. Et comme ça, vous ne verrez pas une entreprise privée malienne émerger, vous ne verrez pas des consommateurs de qualité. Donc, ce que nous sommes en train de dire, aujourd'hui, il faut, le programme d'ajustement structurel dont M. Wan a fait référence, il faut passer à un programme de réajustement structurel maintenant. Expliquez-nous cela. Et qui fera que, aujourd'hui, vous prenez une branche d'une mine d'or, eh bien, 45% du capital d'investissement sera détenu par la communauté de localité dans laquelle se trouve la mine, à concurrence de 5% minimum, et les autres 40% par des entreprises privées maliennes, 15% par des entreprises privées africaines et 40% seulement, ou 40% pour les entreprises multinationales étrangères. Et ça permettra à l'État de jouer son rôle régalien de la fiscalité et pouvoir multiplier peut-être par 3, par 4 le salaire au moins des fonctionnaires. Vous comprenez, quelqu'un qui a 250 000 francs ou 300 000 francs de salaire par mois, il ne peut pas être un bon consommateur. Or, dans la partie commerce, il faut que nous ayons des consommateurs de qualité. Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, on a développé la capacité de création de croissance économique de l'Afrique. Et on est en train de le développer, on est en train même d'aller vers 7%, qui est une très bonne chose. Il s'agit seulement de se réveiller maintenant et d'appliquer une nouvelle stratégie de globalisation du co-entrepreneuriat qui est conforme à une nouvelle norme de gouvernance démocratique, mais particulièrement
une bonne gouvernance économique et d'entreprise qui permettra d'avoir la paix aussi même dans l'exploitation, comme à Inamena, si vous avez vu ce qui s'est passé à Inamena, si vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie, qui a été attaqué par les djihadistes. Donc il n'y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sécurité au niveau de ces grandes entreprises, parce que simplement ils pratiquent ce qu'on appelle des règles odieuses de rétention de la richesse de la nation. Et c'est ce qu'il faut changer, et il faut éduquer non seulement les entreprises multinationales étrangères qui ont intérêt à souscrire à une assurance multirisque qui permet à elles d'avoir de façon continue, sans risque, 40% de la richesse générée d'une nation, et que les nationaux aient 45%, et que les autres Africains puissent avoir 15%. Je pense que ça, c'est la solution. Sinon, l'administration malienne aujourd'hui, comme l'administration africaine, y compris même dans les pays qu'il a cités, dans la région qu'il a citée, elle est gangrénée par des attitudes déviantes. Et c'est tout à fait normal. Oui, tout à fait. La corruption que vous avez évoquée, oui, entre autres, ou l'économie criminelle, l'économie de la drogue, l'économie même de la production de l'or sur des bases odieuses, sont toutes des moyens pour ces gens-là de s'enrichir et de laisser leur population, continuer de présenter leur population dans la pauvreté. Tout à fait. D'où ce dont on a parlé tout à l'heure, manque de leadership conséquent et absence de vision. Nous allons aborder la dernière partie de ce sujet. Monsieur Nyang l'a déjà entamé. Que faire? Que faire? Monsieur Wan. Que faire? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour se sortir de cette situation et de peser sur son propre destin plus que les 3 à 4% estimés aujourd'hui? Oui, vous savez, que faire va exiger de notre part une remise en question collective et individuelle d'abord, notamment de nos élites, lesquelles doivent changer de comportement, et les élites politiques doivent se doter d'une vision stratégique de l'avenir du pays. Un pays comme le Rwanda est cité en exemple. Le président du Rwanda, que je connais bien, a coutume de me dire que lui, il sait où il souhaite que le Rwanda soit en 2025-2030. Il a une vision claire. Voilà, on appelle ça une vision. Une vision. Et je pense que nous en avons besoin dans tous les pays de ce continent. Ça, c'est le premier volet, une vision stratégique claire. Deuxième élément, il faut bien entendu sous-tendre cette vision par des choix par secteur, en tenant compte des avantages comparatifs de chacun de nos pays ou de nos régions. Peut-être qu'il faut raisonner en termes de sous-régions. Quels sont nos avantages comparatifs par secteur, et définir des stratégies de développement pour chacun de ces secteurs. Et à cet égard, je mentionnerai seulement 2, si vous permettez. Le premier, c'est l'énergie. L'Afrique a un retard dans ce domaine qui est vraiment incompréhensible. Je vais citer le cas du Mali. Non pas parce que c'est facile, mais simplement parce que ce pays regorge de sites hydroélectriques sur le fleuve Niger et sur le fleuve Sénégal. Mais ils n'ont pas été mis en valeur parce que on n'en a pas pris suffisamment conscience. Rien qu'avec ces sites hydroélectriques, le Mali aurait pu exporter de l'énergie vers tous les pays voisins. Parce qu'ils ont été identifiés déjà à l'époque coloniale. Au lieu de cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons construit des centrales thermiques qui consomment du pétrole qu'on ne produit pas. Oui. Et ce pétrole, il vient de l'étranger, on est enclavé, et c'est compliqué. On a peu de capacité de stockage, même si il venait à être livré à Bamako. Toutes choses qui ont contribué à rendre la situation énergétique du pays difficile. Le continent, dans son intégralité, y compris même des pays assez avancés comme le Nigeria, etc., souffre de déficit énergétique. Or, ça fait partie des préalables indispensables à tout décollage industriel. Troisième aspect, les infrastructures. Aussi bien les infrastructures immatérielles, à savoir les hommes, la capacité d'organisation, que les infrastructures physiques. On abordera cette question avec le NEPAD au cours de la dernière partie. D'accord. Donc c'est un domaine dans lequel nous avons des lacunes avérées. Vous avez fait référence aux conteneurs, aux différences des coûts. Et il y a un quatrième volet qui, je crois, va revêtir une importance capitale. Il faut qu'on se réapproprie un système éducatif et de formation de main-d'œuvre qualifiée
qui soit à hauteur des exigences de la mondialisation. Nos pays ont cessé, certains en tout cas, de former des techniciens moyens, de niveau moyen. Ils ont cessé de former aux métiers essentiels. Et en fait, quand vous voulez attirer des investisseurs, vous avez parlé des investisseurs qui viennent moins ici que par exemple en Chine, vous avez besoin d'un environnement favorable, vous avez besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Alors, malheureusement, nous avons perdu, on a abandonné le train en marche dans ce domaine-là. Il faut qu'on se réapproprie ces volets-là. Dernier aspect que je mentionnerai, M. Marico, oui, c'est celui qui a trait à la qualité de la gouvernance. Vous savez, on en parle souvent. Il y a des pays qui ont peu de ressources, qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui sont en train d'avancer très vite. Singapour, c'est une cité-État, 3 millions d'habitants. Mais ils ont eu la chance d'avoir un leader, Lee Kuan Yew, qui a fait décoller ce pays. Il a dit à des chefs d'État africains qui lui posaient la question du secret du miracle singapourien. Il leur a simplement dit une bonne administration au service des entreprises. Voilà. Monsieur Niang, oui, nous allons clore cette partie et je vous donne la parole pour que vous nous dites comment peut-on inverser la situation dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui. Vous avez 2 minutes. Oui, et il faut une stratégie de globalisation du co-entrepreneuriat que nous avons définie, une nouvelle norme de gouvernance démocratique qui a été touchée, et le cas de Rwanda, et en particulier, on disait à un ministre récemment qu'il n'aura plus une voiture de service, mais plutôt une voiture qui lui sera vendue, et il va utiliser sa voiture vendue comme ça se fait au Rwanda. Mais je ne vais pas aller dans ce détail pour ne pas perdre trop de temps sur ça. Mais la norme, nous avons défini une norme 4S co-entreprise. À partir du moment où ce sont les ressources de l'Afrique qui vont être essentielles à la relance de la croissance économique, à la relance du commerce mondial, il faut nécessairement que nous ayons la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Et on a donc défini la norme de 4S co-entreprise, je n'ai pas le temps de le développer, et on a développé aussi le standard de seuil de sécurité économique au niveau des communautés de localité qui vont recevoir les entreprises de production industrielle sur la base de nos ressources naturelles. Mais le plus important, c'est un programme de réinsertion sociale et culturelle. En réalité, pour être un entrepreneur, un co-entrepreneur, c'est le comportement qui est le plus important. Nous avons un comportement aujourd'hui qui est tel que il n'est pas possible d'avoir la paix avec soi-même, à plus forte raison d'avoir la paix avec ses voisins. Donc, un programme de réinsertion sociale permettra à la classe politique de savoir désormais que le principe de leadership inclusif et partagé doit s'appliquer. Pourquoi ? La société civile ne va jamais laisser la classe politique, qui est composée essentiellement des partis politiques au pouvoir dans l'opposition organisée, mais qui se mettent toujours ensemble contre la population. La société civile ne va jamais laisser désormais la classe politique s'occuper de l'État comme ce fut le cas jusqu'à ce jour. Très bien. Donc fondamentalement, le changement aura lieu au niveau des relations qui existent entre 3 groupes d'acteurs, la classe politique, le groupe de société civile, mais aussi la communauté des affaires. Tout ça maintenant informé par une communauté de chercheurs socio-économistes qui seront africains, parce que jusqu'à ce jour, c'est la Banque mondiale, le FMI, l'OMC qui s'occupent beaucoup plus de ce que c'est que la stratégie de développement, et les organisations des Nations Unies nous ont mis dans le social. Ça fait que finalement, on passe notre temps à être congratulés pour la bonne note de croissance économique et la mauvaise note de développement humain. Cela ne peut plus continuer. Il y a une révolution basée sur le savoir. Et en réalité, même l'énergie, je dis que, encore une fois de plus, c'est un manque de leadership. Sinon, si la France a sa sécurité énergétique à partir de l'Afrique, à partir de l'uranium, il n'y avait pas de raison qu'à partir du Niger, qu'on ne puisse pas avoir 2 centrales nucléaires. Il semble que le Niger a été, Niamey tout au moins, a été les 3 dernières semaines, a été dans l'offre privée d'électricité. Et pourtant, en 2009, avec le président Tanja, avec le président Chambas, à 3, on avait décidé de faire un forum d'affaires pour 2 centrales nucléaires. Mais malheureusement, Sarkozy est venu, il dit qu'il veut une centrale pour le Niger, mais pas pour le Nigeria. Mais il a dit que Tanja doit rester pour que ce projet voit le jour. Et vous connaissez la suite. Oui, hélas. Oui, écoutez, je crois que nous avons tous conscience des lacunes qui ont entraîné des résultats plutôt mitigés en matière de contribution aux échanges mondiaux. Il s'agit maintenant de tout mettre en œuvre pour que, dans le cadre d'une approche qui devra être de plus en plus sous-régionale, avec un ancrage national
fort, procéder à des transformations de structure de nos économies, faire en sorte que l'on ne se contente plus d'exporter du coton brut, du cacao brut, du café brut. C'est presque débilitant pour une nation en ce plein 21e siècle. Très bien. Nous sommes arrivés aux appels téléphoniques. On me signale que nous avons Madame Apéadji qui appelle de Cotonou. Madame Apéadji, bonsoir. Bonsoir monsieur, je suis bien à Africa Télévision. C'est ça, et vous êtes à l'antenne, vous avez la parole. D'accord. Ma question c'est que, avec toutes les ressources qu'a l'Afrique aujourd'hui, les ressources minières, les ressources énergétiques et tout, oui, pourquoi l'Afrique ne pèse pas lourd dans la balance commerciale mondiale? D'accord. Merci Madame Apéadji. Merci à vous. Je vais remettre la parole à M. Wan qui l'avait et qui profitera pour répondre aussi à Mme Apéadji de Cotonou. Oui, cette question revient souvent. Elle fait partie même, je dirais, des poncifs concernant l'Afrique. Ce qu'il convient de dire, c'est que la dotation en ressources naturelles sera de moins en moins source, je dirais, de puissance économique pour les nations et les continents dans le contexte économique actuel. Pourquoi? Parce que l'économie mondiale a connu des mutations profondes au cours des 20-30 dernières années qui ont eu pour conséquence de réduire l'intensité en ressources naturelles des systèmes productifs. Je vais faire simple. Oui. On a produit des nouvelles voitures avec de moins en moins d'acier qu'avant. Si vous comparez une 403 à une Renault 25, vous verrez qu'elles sont loin d'avoir le même poids, parce que la carcasse contient moins d'acier. C'est ce phénomène de dématérialisation qui a eu pour effet de réduire l'utilisation de ces ressources naturelles. Le deuxième élément, c'est que ces ressources naturelles, en tant que telles, représentent moins aujourd'hui, parce que ce qui a fait la différence au fil des années, c'est l'intégration de davantage de savoir, de connaissances, de technologie, de savoir-faire dans le produit fini. Donc de matière grise. De matière grise. Et dans ce processus, l'Afrique a péché parce qu'elle n'a pas su contribuer à ce phénomène qui a consisté à injecter davantage de matière grise dans les systèmes productifs. Les produits miniers, par exemple. Oui. Vous savez que nous sommes producteurs d'or, de diamants, de bauxite, etc. Mais il faut se poser la question de savoir quelle est la part de cette production qui nous revient. C'est ça. Et dans quelle mesure, livrés à nous-mêmes, nous sommes en mesure d'explorer, d'exploiter ces ressources, de les transformer et de les exporter. Vous conviendrez avec moi que nous n'avons pas beaucoup progressé par rapport à cette problématique depuis les indépendances. Ok. Excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Sangaré, vous téléphonez de Bamako? Oui. Vous êtes sur Africa Télévision, vous avez la parole. Merci pour avoir lancé ce débat sur la problématique du commerce du continent. Je suis du nombre de ceux qui sont pessimistes par rapport à la rentabilité du commerce africain, étant donné que nous avons déjà une politique baillée d'avance. Si je dis baillée d'avance, c'est-à-dire que nous sommes parrainés par ces ces gros pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon, le chef d'État qui s'alignent sur toutes ces positions, avec des politiques intérieures qui n'ont vraiment rien de productif. Nous importons plus que nous exportons. Et à chaque fois que nous sommes dans l'opposition, nous avons envie de faire mieux. Et quand on est aux commandes, on suit la routine. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, en termes d'action, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, si ce n'est utopique, hein, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour pouvoir retourner la jeunesse qui est frappée par l'inadéquation entre l'éducation, le système éducatif et le marché de l'emploi, pour qu'on puisse dire aujourd'hui que l'agriculture, ce à quoi je crois, mais qui est encore derrière tous les autres projets, pour qu'on puisse vraiment aujourd'hui s'inspirer de
de cette démarche, de cette politique agricole pour pouvoir exporter, vendre après avoir assuré l'autosuffisance alimentaire. Parce que l'Afrique, il faut le dire, n'avons pas encore, sauf dans les cas spécifiques ou exceptionnels, n'avons pas encore de matière mise en valeur pour pouvoir exporter, si ce n'est la Chine qui débarque avec son produit. Merci M. Sangaré. Merci M. Sangaré. Nous avons bien apprécié votre préoccupation. Nos invités vont y répondre. Alors, j'ajoute à ce que M. Sangaré dit, pourquoi l'Afrique produit-elle ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas? M. Nyang, bon, je pense que... Vous pouvez intégrer les préoccupations de M. Sangaré. D'accord. Mais je pense que ça, c'est pas tellement grave. Si le commerce est là, ça établit les relations entre ce que nous ne produisons pas et ce que nous consommons. Je crois que là, c'est l'essence même du commerce international. Oui, mais pas dans les termes... Oui, j'en viens. Voilà. J'en viens et je vais peut-être répondre beaucoup plus sur l'agriculture rapidement. Oui. Monsieur Sangaré, vous avez parfaitement raison, mais aujourd'hui, nous avons fait des études qui permettent aujourd'hui de démontrer que sur une parcelle de 4 hectares, vous pouvez vous faire 150 à 200 millions de francs CFA par an, si effectivement il y a une bonne stratégie de stimulation et une bonne stratégie de sécurité. Et vous pouvez être sur la ferme, c'est à 15 km d'ici, où toutes les technologies, on a eu accès à toutes les technologies qui existent dans le monde, en particulier en Israël, et on les a fait converger pour faire l'agriculture de précision, l'agriculture protégée et la fertilisation intelligente. Et intégrée, nous pouvons effectivement vivre, et cette jeunesse-là peut être absorbée dans un incubateur que nous avons développé à ce niveau-là, au lieu que la jeunesse soit plutôt tentée d'être dans les graines de thé ou être attirée par l'extrémisme violent. Donc ça, c'est en ce qui concerne la partie agricole. Moi, je vous dis d'être plus optimiste. C'est vrai que nos dirigeants africains sont pour la plupart sous tutelle de la France ou bien de pays qui nous ont colonisés, mais ces pays-là aussi sont sous tutelle des États-Unis. Le président des États-Unis est sous tutelle du cartel bancaire international ou supranational. Mais cela est en train de changer. Vous avez constaté ces derniers temps que le G8 même est décidé à briser un peu la force de ce cartel qui se trouve surtout dans les paradis fiscaux, qui affaiblit les États. Parce qu'en fait, le rôle de l'État n'est pas de créer la richesse. Le rôle de l'État, c'est la stratégie de sécurité et la stratégie de stimulation pour permettre à la communauté des affaires de prospérer, oui, mais aussi de permettre, si vous voulez, aux consommateurs aussi d'être, comme les sections de l'administration, d'être relativement bien payés pour être des consommateurs de qualité. D'accord, M. Niang, on me signale que nous avons M. Inza qui appelle du Gabon. Nous allons le prendre et puis continuer le débat. Monsieur Inza. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Inza. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Oui, je n'ai qu'une toute petite contribution à faire. Allez-y. À ce sujet, moi, je trouve que le rôle de l'Afrique est très crucial dans la mesure où le continent africain est un réservoir de matières premières pour le reste c'est-à-dire pour le reste du monde. Et on achemine généralement des produits fabriqués vers le continent africain. Et dans ce commerce, une bonne partie de l'économie africaine est injectée dans l'économie européenne, américaine et asiatique. Et moi, je dirais que dans ce commerce, c'est l'Afrique qui perd beaucoup de ses ressources. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Je vous remercie beaucoup, M. Inza, de cette intéressante contribution. Nous allons continuer donc sur la réponse à la question précédente, mais je voudrais aussi vous poser une question sur laquelle on va revenir. Est-ce que dans la démarche d'inversion de la situation que j'ai dépeinte en début d'émission, est-ce que dans cette démarche-là, on peut compter sur le NEPAD pour contribuer à faire en sorte que le poids commercial de l'Afrique au plan mondial s'améliore? Nous allons intégrer cela, mais je vais vous remettre la parole, M. Niang, pour que vous concluiez sur votre lancée. Non, peut-être que je vais sur le NEPAD, c'est quoi? Très bien, très bien, allons-y. En réalité, dans mon deuxième livre, j'ai dit que le NEPAD, c'est le NIPAD, c'est-à-dire que ça nous met à genoux. En fait, le NEPAD, ce n'est pas différent du plan de Lagos qui était bien conçu, mais que si on dépend de 80% de l'aide internationale pour la mise en œuvre d'un plan, vous savez, ça ne peut pas réussir. Donc, le NEPAD probablement est un bon instrument, mais c'est un instrument qui a été mal géré, la gouvernance du NEPAD.
ne permet pas d'arriver à cette inversion. Vous êtes d'accord, M. Wan? Bon, vous savez, le NEPAD, moi, je crois que je me réfère toujours aux exemples que j'ai vus réussir sur d'autres continents, dans d'autres parties du monde. Je crois que l'un des téléspectateurs a parlé de réservoir de matières premières. C'est ça. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que ces matières premières, leur existence ne suffit pas. Tout va être fonction de la façon dont nous les utilisons, de la façon dont nous y avons accès, dans quelles conditions financières et aussi, je crois, contractuelles, nous avons accès à ces ressources. Et ceci m'amène à se faire une suggestion. Je crois que tous les pays africains devraient désormais, producteurs de matières premières, d'or, pétrole, etc., créer ce qu'on appelle des fonds souverains. Ce sont il nous reste 2 minutes. Oui, mécanismes pour épargner une partie de ces recettes afin de soutenir les investissements publics de l'État. Ça existe dans tous les pays d'Asie, ça existe dans les pays du Golfe, les pays pétroliers. Mettre de côté une partie de ces recettes, le Ghana le fait, dans sa constitution, c'est dans la constitution, pour financer les besoins des générations futures, ça veut dire les infrastructures, l'éducation, la santé. Le Tchad a commencé, il a reculé. Oui, bon. Avec son pétrole. Avec son pétrole. Mais il semblerait que c'était sur la base d'un diktat de la Banque mondiale. Oui, mais ils ont acheté des armes avec ça et ça leur a permis d'intervenir dans un pays comme le Mali avec une certaine efficacité. Bien, cela dit, c'est une question de choix. Mais en tout cas, il faut faire ces choix stratégiques, mettre de côté... On me signale que nous avons M. Kombari, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. M. Kombari, vous appelez du Burkina Faso? Oui, justement, M. Mariko. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. D'accord, justement, moi, c'est la question que j'avais à poser au niveau auprès des experts, c'était de savoir exactement, véritablement, quelle est la place de l'Afrique dans les prises de décision, et justement au niveau du commerce international, au commerce extérieur. D'accord. Merci bien. La place de l'Afrique dans les prises de décision. Voilà. Monsieur Wan, vous aviez la parole, vous pouvez continuer, mais je vous signale qu'il nous reste 1 minute. Bien, la place de l'Afrique, c'est principalement qu'est-ce qui se passe à l'Organisation mondiale du commerce. Il faut dire que dans cette enceinte, nous avons un rôle, je dirais, quelque peu limité. C'est peut-être un euphémisme de le dire. Notre capacité de négociation est fonction de notre part dans les échanges mondiaux. Donc ça c'est un fait. Deuxièmement, dans les accords bilatéraux ou les accords régionaux, les accords de coopération commerciale, nous en avons aussi quelques-uns, mais qui sont plutôt asymétriques. Par exemple, entre les partenariats entre l'Afrique et l'Union, les ACP et l'Union européenne, l'accord AGOA avec les États-Unis, ce sont tous des dispositions qui ont pour objet d'aider notre continent, mais notre capacité d'influencer les décisions finales est plutôt limitée, je dois avouer. Très bien. Vous avez 30 secondes, M. Niang. Nous sommes arrivés à la fin. Je voulais simplement dire qu'on peut prendre avantage de la crise sociale globale et le Mali pour inverser la situation, non seulement pour nous-mêmes, pour l'Afrique, et une Afrique où c'est inversé pour le reste du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons développé au niveau du groupe de réflexion du Gonimaya cette stratégie qui permet d'inverser la situation, effectivement. Très bien. Nous allons probablement, dans un prochain débat, aborder d'autres questions. Il y en a beaucoup que nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui. Moi, j'aurais bien voulu discuter avec vous, par exemple, du rôle des universités africaines dans cette problématique, qui me paraît cruciale. Nous n'avons pas eu le temps. Les chercheurs, les intellectuels. Je pense que nous le ferons une prochaine fois. En tout cas, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce débat et surtout pour vos éclairages, dont j'espère que les téléspectateurs d'Africable ont fait leur profit. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel héritage laissera Nelson Mandela à l'Afrique en matière de gouvernance? Voilà le sujet que je vous propose pour la semaine prochaine. Et vous savez que vous pouvez participer à l'émission en téléphonant au 00223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et en envoyant vos SMS, vos mails à votre avis @africabletelevision.com. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée à tous et à vendredi.